Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saint-Icos. Bienvenue à l'hygiène Congo et au bassin de Radoub. Alors évidemment, naturellement, le Congo, je l'ai déjà présenté, j'en ai même raconté l'histoire. Mais il se trouve que ça fait un an, grosso modo, que j'ai commencé mes premières vidéos. Et que le Congo a été l'un des premiers thèmes de ces vidéos. C'est un de mes navires préférés, je vous l'ai dit, Ramaché, vous le savez déjà. Et il se trouve que le ton de ces premières vidéos n'était pas forcément bien assuré, le micro n'était pas forcément excellent. Bref, j'ai eu envie de refaire en partie cette vidéo sur l'histoire du Congo, vous raconter en tout cas sa conception, les raisons de ces modifications et sa fin à celui-ci, au Congo. Je ne vais pas raconter la fin des quatre. J'aurais pu, mais ça aurait fait une vidéo un peu trop longue. Là, en l'occurrence, j'ai envie, pour marquer le coup, de refaire l'historique d'un certain nombre de navires. Et le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est tout simplement le Congo. Alors, qu'est-ce que le Congo? Le Congo, avant toute chose, c'est le premier véritable croiseur de bataille de la marine impériale japonaise. Il faut bien considérer que c'est en quelque sorte l'un des tout premiers croiseurs de bataille de l'histoire, même si je suis bien conscient que ce sont les Anglais et les Allemands qui ont lancé un peu la mode et qui vont d'ailleurs créer deux conceptions de ces croiseurs de bataille devant lesquels les Japonais qui veulent leur croiseur de bataille vont devoir avoir à choisir. Je m'explique. L'école anglaise prônait plutôt la vitesse alliée à une certaine puissance de feu. C'était une puissance de feu qui se devait d'être raisonnable, alors que les Allemands, eux, préconisaient plutôt de blinder au maximum leur croiseur, quitte à perdre précisément la vitesse et la maniabilité. Et ça va donner deux écoles très différentes. Les Anglais vont sortir leur série des Invincible et les Allemands vont sortir le von der Tann, qui sera un navire qui va faire école de retour sur le Congo. Donc, deux conceptions s'affrontent, la vitesse, alliée à une certaine puissance de feu, la puissance de feu et le gros blindage au détriment de la vitesse pour les Allemands. Les Japonais, donc, eux, travaillent sur leur croiseur de bataille. Et ils ont plusieurs plans sur le feu, dont celui de l'Ishijushi. Alors, l'Ishijushi, je l'ai, je vais vous montrer la photo. Je vais même vous le montrer en vrai dans le port. Vous allez voir que, clairement, ce navire... merci, l'Ishijushi. Hop, voilà. Et je fais ça, et devant vous ébahi apparaît le croiseur de bataille Ishijushi, qui est le rang 4 premium que le jeu a sorti. Vous voyez, 5 tourelles, double. On est dans une conception très proche du Congo, d'ailleurs. Ce navire n'a jamais existé. Il a été développé dans le jeu à partir des plans que les Japonais ont fournis justement aux Anglais. De ces plans qui vont finir par donner le Congo. Effectivement, les Japonais, ne parvenant pas à se décider et à résoudre certaines quadratures du cercle, c'est un problème inhérent à la construction navale, ils vont faire appel à un ingénieur naval anglais, Sir John Thurston, qui avait déjà travaillé sur le HMS Erin, un navire qui avait été développé initialement pour la marine turque, mais qui avait été pris par les Anglais, et qui avait en quelque sorte, qui va quelque peu, si vous voulez, faire la réputation de cet ingénieur naval. Celui-ci va reprendre des plans de l'Ishizushi, et en les adaptant à ses propres idées, va proposer le Congo, comment dirais-je, aux Japonais. Alors, il est plus long, il est plus fin, il est plus rapide, il a une tourelle double en moins, mais surtout on passe à des tourelles de 356, là où l'Ishizushi a 5 tourelles de 305. On est à 4 tourelles au lieu de 5 tourelles. Alors, les premiers essais, l'élégance même du Congo, attirent l'attention des Anglais, qui veulent l'acheter à toute force. D'ailleurs, ils vont beaucoup insister,
Et les Japonais finiront par vont refuser carrément, hein, à plusieurs reprises, et rapatrient leurs navires, leurs croiseurs de bataille, le 5 novembre 1913. Construit à partir de 1911, mais achevé en 1914, soit un an, enfin quelques mois après l'arrivée du Kongu d'Angleterre dans les ports japonais, produit donc en 1914 et mis en service d'ailleurs en 1914, le Yei, et bien qu'il soit produit à Yokosuka, l'est autant et les fabriqué avec autant de pièces anglaises venues d'Angleterre que de pièces japonaises. Et ce sera d'ailleurs le dernier navire de la marine de guerre japonaise qui sera dans ce cas. Les autres seront intégralement et totalement des navires construits par les Japonais, et c'est le cas d'ailleurs des deux autres sister ships, donc du Kongu, à savoir le Kirishima et l'Haruna. Dès la fin de ces années, d'ailleurs, 3 des 4 cuirassés, c'est 3 des 4 croiseurs de bataille japonais, puisqu'il s'agit des croiseurs de bataille, hein, c'est-à-dire Kirishima, Haruna et Kongu, vont regagner des tentes et des chantiers afin de subir une première modernisation. Et en fait, ils sont convertis tout simplement en cuirassés. Alors que le Yei, lui, est transformé en navire école et ne subit pas cette modernisation. Alors, à quoi ça correspond cette modernisation? Tout d'abord, on fait l'élévation des pièces principales à 33 degrés, de sorte que la portée maximale des pièces du Kongu est de 30 000 mètres, donc 30 km. On retire 2 des 4 tubes lance-torpilles et 2 hydravions sont embarqués sans qu'aucune catapulte d'ailleurs ne soit installée. Hein. On posait simplement le navire, l'avion dans l'eau et il s'élevait dans les airs par ses propres moyens. Cette évolution amène donc les 3 croiseurs à être requalifiés de cuirassés. En 1930, le Japon décide une seconde modernisation des classes Kongu, et ça permet, comment dirais-je, cette modernisation doit permettre aux 4 Kongu, donc cette fois le Yei, qui est encore en navire école, est concerné, va permettre aux 4 Kongu d'atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds afin d'opérer de conserve avec les porte-avions, les grands porte-avions rapides, dont les plus anciens d'ailleurs approchaient cette vitesse, tandis que les plus récents devaient la dépasser. L'Haruna bénéficie de cette modernisation dès août 1933, de août 1933 à 34, le Kirishima de 35 à 36, Kongu de janvier 36 à janvier 37, et le Yei est porté au même niveau à partir de septembre 36. Et tout ça parce que l'Empire du Japon n'est plus soumis aux limitations des traités des armements navals. Pour assurer l'accroissement prévu de cette vitesse, des coques ont été allongées de 7 mètres, c'est quand même assez considérable, pour garder le même ratio longueur-largeur. Et puisqu'il y a eu une injonction de bulbes, ces bulges, lors de la première modernisation, devaient surtout concerner les ceintures anti-torpilles. Et on va réduire le nombre de chaudières de 16 à 8, seulement à 11 pour la Runa, de 11 à 8, donc de 16 à 11, pardon, construite par le département technique de la marine impériale japonaise à Kampon. Toutes chauffées au mazout, désormais, elles alimentent 4 groupes de turbines, développement 136 000 chevaux, ce qui a amené le poids des machines à 2929 tonnes, hein, grosso modo un peu moins de 3000 tonnes, tout en portant la vitesse maximale effectivement à 30 nœuds. Donc, c'est, comment dirais-je, l'objectif est atteint. Pour les pièces d'artillerie principales, on va encore élever l'élévation, on va encore augmenter l'élévation principale des tourelles principales, tout simplement, de 33 à 43 degrés, ce qui va encore augmenter la portée à 35 km cette fois. Pendant la guerre du Pacifique, des obus AP qui ont été utilisés étaient des obus de 675 kg, alors que les HE ou incendiaires étaient des obus de 625 à 622 kg. Enfin, on enlèvera les 2 tubes lance-torpilles. Une catapulte sera installée, catapulte que l'on voit ici, voilà. Elle sera installée avec une grue, afin de récupérer l'avion. Et on mettra en œuvre, il y aura 3 hydravions qui seront embarqués sur les Kongu. Enfin, à l'avant,
on mettra une imposante, et c'est là que le Kongu va être modifié, définitivement, il trouvera sa forme d'origine que vous connaissez tous, mais c'est à l'avant de la superstructure, on est cette fameuse imposante tour en pagode, avec un télémètre de 10 mètres au sommet, et les deux cheminées sont d'égale hauteur, à l'exception de l'Aruna, qui a la seconde cheminée est un petit peu plus haute. Alors, le jeu, c'est de regarder si dans les, comment dirais-je, si ça a été bien, non, ça n'a pas été inscrit. L'Aruna de l'ARP n'a pas la seconde cheminée plus haute que la première. Ça aurait été trop beau. Voilà, c'est un tout petit détail. Voilà, donc la seconde cheminée d'Aruna est un tout petit peu plus haute. Et on a un renflement à l'avant, mais celle-là, on le voit pas vraiment beaucoup. Il y a un très long renflement à l'avant pour diminuer le risque des étincelles qui faisaient repérer les navires de nuit. Oui, on l'a peut-être un tout petit peu ce renflement, on le devine. Voilà donc pour l'historique des Kongu, qui me soit permis quand même de vous raconter, enfin de finir, sans rentrer dans les détails de leur historique militaire, hein, qu'ils étaient naturellement, ils ont été à peu près de tous les coups, de toutes les batailles, ensemble ou chacun de leur côté. Il s'agit pour le Kongu, d'une histoire assez tragique. Au final, ce sont les 4 Kongu ont connu une histoire tragique. À titre indicatif, je rappelle que Kongu signifie diamant indestructible, et c'est le nom de la montagne située au sud du Japon qui a été donné au navire. Le mont Kongu est en effet une montagne au sud du Japon. On revient à leur histoire, elle est tout aussi variée, malheureusement tragique à chaque fois, et ça montre incontestablement que les Américains prenaient très au sérieux ces 4 assez rapides. Et qu'ils en avaient fait 4 priorités, un peu au même titre que les porte-avions. Et peut-être au-delà même du Nagato ou des Yamato, on considérait les 4 Kongu comme infiniment prioritaires. D'ailleurs, dans le cas du Kongu, sa dernière opération militaire aura lieu dans le sud de la mer de Chine, enfin au sud même de Formose. Il était d'ailleurs avec le Yamato et le Nagato en train de revenir vers le Japon quand il va être intercepté. Il venait de l'île de Brunei, hein, pour être précis. Et dans la nuit du 20 novembre, ils sont rentrés dans le détroit de Formose. Et le 21 novembre, peu après minuit, je vais y arriver, dans la nuit du 21 novembre, peu après minuit, le sous-marin USS Silion est entré en contact radar avec la flotte. Donc composé du Nagato, du Yamato et du Kongu. Et il va lancer une salve de 6 torpilles sur le Kongu, suivi de 3 torpilles sur le Nagato. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est le Kongu qui visait, pas le Yamato, et accessoirement le Nagato. Alors, est-ce que c'est pour des raisons pratiques ou est-ce que c'est pour des raisons hautement prioritaires? Mais toujours est-il que effectivement, c'est le Kongu qui est bien visé en priorité. Une minute après le lancement de cette première salve, 2 des 6 torpilles vont toucher le Kongu sur le flanc droit, et tandis qu'une 3e va couler le destroyer Urakaze qui était là et qui servait d'escorte. D'ailleurs, il va le torpiller, il va le couler et le faire exploser, il n'y aura pas de survivants. Les 2 torpilles qui ont inondé le Kongu vont arrêter les chaufferies, mais enfin, ralentir les chaufferies, inonder les chaufferies, mais celles-ci sont encore capables de produire 16 nœuds, soit 30 km/h, et pendant quelques heures, puisque c'est à 5 heures du matin, que le navire ralentit à 11 nœuds, et il va avoir l'autorisation de quitter la flotte, et de diriger vers le port de Kilung à Formose, accompagné des destroyers Amakaze et Isokaze. En moins de 15 minutes, après son détachement de la force principale, le Kongu indique qu'il gîte près de 45 degrés, ce qui est considérable, et que l'inondation est devenue incontrôlable. Et à 5h18, le navire a perdu toute sa puissance, et l'ordre est donc donné, effectivement, de l'abandonner. C'est une évacuation qui va avoir lieu très très vite, puisque en 6 minutes, alors que l'évacuation est en cours, le chargeur avant
va exploser. Et le navire brisé en deux va couler très rapidement en entraînant la perte de plus de 1200 membres d'équipage, dont le commandant et le capitaine du navire, le commandant de la 3e division qui avait porté sa marque le Kongu, et le capitaine du navire. Les destroyers des Cortes, Amakase et Izokaze, ne sauveront que 237 survivants. On pense d'ailleurs que le Kongu a coulé par 110 mètres de fond. On n'a pas trouvé encore tout à fait on n'a pas trouvé du tout sa carcasse. Et ce que l'on sait, c'est que c'est l'un des trois, ça c'est purement anecdotique, l'un des trois cuirassés britanniques, puisqu'on considère les Anglais ont tendance à considérer que le Kongu est un cuirassé britannique plus que japonais, et mes sources sont britanniques, là pour le coup. On considère que c'est l'un des trois cuirassés britanniques qui ont été coulés pendant la Deuxième Guerre mondiale, au même titre que le Revenge et le Barham, qui est un sister ship du Queen Elizabeth et du Warspite. Ça, c'est pour la petite histoire, même si c'est les Anglais. Disons que l'histoire tragique du Kongu doit citer à beaucoup de respect. C'est un navire magnifique, très élégant, mais comme beaucoup de navires, c'est la marque japonaise. Hein. Les Japonais sont des gens qui apprécient beaucoup à la fois l'efficacité, mais aussi l'élégance. Voilà pour l'histoire du Kongu. Je vais vous proposer maintenant une partie en bataille. Alors, il n'y aura qu'une seule bataille, vous comprenez pourquoi. La vidéo risque d'être un petit peu longue, sinon, je m'en excuse, mais le moyen de faire autrement. J'espère qu'elle vous plaira, elle est assez sympathique. On se retrouve après pour le débriefing. A tout de suite en bataille. À vos postes. Très bien. Allez, nous sommes partis, nous sommes à bord de l'ARP Kongu. L'ARP Kongu, qui ne diffère du Kongu de l'arme technologique que parce que, à cause de son camo, de la forme de son camo, pour le reste, et parce qu'il fait référence au dessin animé, à l'animé japonais Arpeggio of Blue Steel. C'est Falco qui est à bord de ce Kongu et il est associé à Ruben Bapoma qui est sur son bog. Attelage surprenant. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un porte-avions en, comment dirais-je, en équipe avec un cuirassé. On est sûr que le porte-avions de l'équipe sera sensibilisé au rôle et à la défense des cuirassés alliés, parce que pour le reste du temps, c'est très variable. Surtout, non, c'est très variable, on va le dire en général. Pour Falco, ça c'est original, connaissant Falco, il va plutôt sur la droite. Alors, c'est vrai qu'il est à bord d'un croiseur. D'un croiseur de bataille, donc un cuirassé très rapide, et que partir vers cet endroit là-bas est effectivement une bonne idée parce qu'il va fonctionner à plus près de 30 nœuds. Là, il s'est couffé la route par le Wyoming, et effectivement, Wyoming a ses tourelles tournées du mauvais côté. Ouais, il regarde vers l'autre côté de la map, sur une autre map. Je sais pas, il a peut-être l'intention d'aller rejoindre une autre bataille. Il y a déjà un New York qui est en train de rentrer dans... Ah ouais, un New York qui rentre dans le... comment dirais-je... dans le creux, là, dans cette espèce d'arène qui constitue... Oui, ça constitue une arène entre les deux lignes de rochers, les deux îles. Là, Ruben, qui n'a visiblement pas de Discord, a fait savoir à Falco qu'il était disponible s'il avait besoin d'aide. Je ne sais plus s'il n'a pas de Discord ou s'il n'a simplement pas de micro. Le Wyoming a fait demi-tour et est parti dans l'autre sens. Et du coup, Falco va se retrouver un peu seul comme cuirassé sur ce flanc. Par contre, là, il a basculé à la paix, vous voyez. Et Kirov, voilà. Ouais, voilà, Kirov vient de se prendre un petit 20 000 dans les dents. Une citadelle, plus quelques coups au but, c'est ça. C'est juste parfait.
citadelle sur un Kirov. Voilà qui laisse augurer d'une bataille sympathique. Donc Falco, bon ben voilà quoi, ils sont... Est-ce qu'il va réussir à toucher le Mutsuki? Attention, c'est vraiment un des prédateurs, le Mutsuki du Congo, à cause de sa rapidité, sa furtivité. Des torpilles à 10 km. Le Mutsuki est très lent. Même si c'est le plus pitoyable destroyer conçu pour le dogfight, avec ses deux malheureux tourelles monocanon. Il est vraiment pas taillé pour ça. Quelques petits hits, ils sont 3, ils étaient 4 à le viser, maintenant ils sont plus que 2. Là, le Bretagne est de face, ça vaut peut-être pas le coup de lui tirer dessus. Voyons ce que fait... Non, Falco a décidé de faire demi-tour. Hein. Il a vu, effectivement, si vous regardez la minimap, qu'il y avait la bagatelle de 4 cuirassés qui arrivaient sur son aile. Il est tout seul, sans compter l'appui des destroyers. Bon, apparemment, effectivement, Ruben a le son, mais pas l'audio. Enfin, il peut pas parler. Mais il entend ce que dit Falco et il lui répond en lui disant j'arrive, je m'en occupe. Donc je pense que Falco lui dit attention, torpilleurs. J'ai des torpilleurs, je vais avoir des torpilleurs sur le dos. Où on voit la carte là. Et Ruben va détacher effectivement ces chasseurs. Il y a 2 chasseurs qui arrivent pour le protéger. Puisqu'il y a 2 porte-avions. Hein. Un Bog et un Langley. Là, la Casta vient de se prendre très cher. Est-ce qu'il va tirer sur le New York ou sur le Furutaka? Le Furutaka, ça va être là. Hein. De flanc. Et là, il est obligé tout à la fois de viser. Un bon tir fait un peu à l'arrache, puisqu'il a tout de suite repris rediriger son... Enfin, bon, citadelle, il a tiré à l'arrache, puisqu'il a tout de suite revenu sur une vision plus générale. Et il a quand même pris le moyen de mettre un 20 000 sur le Furutaka. C'est beau. Ruben qui est en train de dire, je sais même pas vers où aller, parce que ça part de tous les côtés. Mais c'est vrai que globalement, les cuirassés rouges sont plus sur ce flanc, un flanc où justement il n'y a pas grand monde. Les verts sont... Alors c'est amusant, parce que les verts sont au centre, en train de pousser au centre. Et les rouges, eux, avec les 2 DD, sont en train de pousser sur l'aile. C'est une vraie bataille une vraie partie d'échecs entre les deux équipes. Là, on voit que Falco a décidé de privilégier la défense de base. Donc là, il explique au Mutsuki que oui, mais non. Et le Nizokaze, qui est un peu le parent pauvre, hein, c'est un tier 4, va avoir un petit peu de mal face à la Casta. Je crois que Falco a bien compris qu'il fallait aider la Casta, parce que la Casta est un peu seule, il lui reste plus beaucoup de vie en plus. Il a réussi à faire un petit 1000 de plus, mais c'est compliqué. À cette distance, tirer sur des DD qui en plus ont disparu fugitivement. Le dilemme pour Falco, c'est est-ce qu'il reste non loin de la base pour défendre le push ennemi, ou est-ce qu'il va chercher le New York? Deuxième possibilité. Troisième possibilité, est-ce qu'il rush vers le centre pour aller aider son équipe qui est en train de pousser et qui est rentrée dans le camp des rouges. Les rouges qui ont un petit avantage, ils ont fait un kill de plus, mais ils sont en train de se faire capturer la base. Je pense qu'il faut qu'il se mette... De toute façon, il faut qu'il explose de New York. Hein.
Le New York ne regarde même pas. Voilà, 11 600. Le New York est quasiment mort, il ne le sait pas encore. Il va être obligé de bouger. Il va être obligé de tourner. Non, il se préoccupe pas de Falco. Il faut dire qu'il y a 2 cuirassés là-bas qui sont en train de lui... Un Octopskaya, ouais, et un Kongu qui sont en train de lui tenir la dragée haute. Le problème de Falco, c'est que lui, il a des torpilleurs maintenant sur le dos. Et qu'il va être obligé de se bitcher. Heureusement que Ruben est en train d'envoyer ses avions, mais ça a suffi pour vous voyez, pour écarter le lâcher de torpille, et il ne s'en prend qu'une. Il s'en tire bien. C'était un bog, et là, le New York, 6000 de plus. New York, il n'y en a plus pour longtemps. Falco, qui voit que le New York le regarde et se défend bien de se mettre de profil. Voilà, maintenant il va pouvoir se mettre de profil, même si c'est vrai que le New York lui a cassé une tourelle. Mais il y aura assez de tourelles pour le sortir. Voilà. On a détruit un cuirassé ennemi. Donc, les rouges ne peuvent plus pousser. Puisqu'en plus, ils ont vraisemblablement abandonné l'idée. Il y avait 3 cuirassés qui étaient en train de pousser. Le Bretagne a fait demi-tour. Il y en a un là-bas, c'est qui c'est... arrête de bouger, Falco, là. C'est un Myogi. Il est en train de faire demi-tour, alors qu'il est monté très très haut. Et le Koenig, lui, bah, il avance coup-ci, coup-ça. Donc le push ennemi est terminé. Hein. Par contre, il n'y a plus de DD pour capturer la base. C'est le cuirassé. Et Falco va décider d'aller intercepter le Myogi. Là, il peut pas tirer, il est juste à la portée. On regarde de lâcher. Non, est-ce qu'on va le voir, le lâcher de torpille de son allié, du bog, sur le Osho. Là, le Osho va prendre très cher. Voilà, il a pris, les 2 tiers de sa vie sont partis. Finalement, Falco renonce à aller intercepter le Myogi et s'en va plutôt attaquer le Bretagne, qui est sur le point d'avoir réussi son bac. Un Bretagne qui est sur l'Octopskaya. Le Kongu derrière lui ne peut pas faire... le Kongu ne peut pas tirer. Donc l'Octopskaya est un tout petit peu en difficulté. Voyons, ouais, on va lui redonner la main. Ça, la force du Kongu, c'est qu'il a la distance. Et voilà, 8000 de plus, le Bretagne est calmé. En gros, voilà, plus de Bretagne. Kongu a trouvé sa solution de tir. Donc là maintenant, il n'y a plus personne pour défendre la base, à part le porte-avions. Et c'est ce que son allié, Ruben, lui a dit à tout le monde, attaquer le Osho. Il faut détruire le Osho pour que là, c'est plutôt des torpilleurs du bog qu'on voit. Il y a les deux. C'est une torpilleur du bog qui s'en va. Et voilà, l'Octopskaya s'est fait couler. Logique. Alors, est-ce que Falco... Oui, Falco a des distances, mais attention. Le Osho est en borderline. En d'autres termes, sa trajectoire est très, très affectée. Voilà. Bon, ben... Porte-avions ennemi pulvérisé. Je sais même pas pourquoi je me suis fait du souci pour Falco. Je trouvais que son tir pouvait était difficile. Ben voilà, Falco a résolu le problème. Alors, maintenant, eh ben, il va caper. La partie, on peut globalement estimer qu'elle est terminée. Il reste un porte-avions de chaque côté, oui. C'est un bog à chaque fois. Un bog rouge qui a réussi quand même 2 kills, hein, faut en faire attention. Et Ruben est en train de dire qu'il n'y a plus de chasseurs disponibles, il n'y a plus d'avions disponibles, j'ai l'impression, de chasseurs. Et il ne peut pas le protéger. Il ne pourrait pas protéger les torpilleurs, mais les torpilleurs
On va voir, ça c'est les torpilleurs du Osho qui exécutent leur dernier ordre, attaquer le Kongu. Et là-haut, si on regarde la minimap, on voit que les deux cuirassés qui sont extrêmement lents. Le Myogi est un peu plus rapide que le Koenig, mais ils sont encore très loin de la base, alors que les deux cuirassés verts sont en train de caper tranquillement. Seul le porte-avions peut effectivement les empêcher et les faire décaper. Je pense que Falco est en train de demander est-ce que tu sais où est le croiseur. Le croiseur, c'est le Furutaka, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Et Ruben soupçonne que le Furutaka est tout simplement en train de chasser. Il doit être en train de chercher. Et voilà, les deux Kongus sont en train de caper tranquillement. Ça, c'est les torpilleurs du Osho. Voilà. Deux Kongus côte à côte, c'est une bonne défense anti-air. Voilà, ça c'était les torpilleurs du Bog. Il y avait les torpilleurs du Osho, mais on les a vu faire déglinguer. Et les torpilleurs du Bog sont arrivés par derrière. Mais la lâcher de torpille a été complètement foirée. Est-ce qu'on voit ce qui se... le Kongu a dû s'en prendre une ou deux, oui. C'était l'autre Kongu qui était visé. C'était pas Falco. Résultat, il ne reste plus que 44 secondes pour finir la partie. Et les rouges viennent de rentrer dans le cap vert. Donc il n'y a pas lieu de s'affoler. La capture de base est presque terminée. Voilà les bombardiers. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réussite maximale pour le Bog. 3 incendies dans la même attaque, c'est suffisamment rare. Et vous voyez, il continue à descendre des avions. Par contre, il a bien écapé. Bravo. Il a tout ramené à 1 minute 10. Résultat, c'est au tour des verts maintenant d'être en danger. Là, ils sont en train de demander au Bog de décaper les rouges, parce que vers maintenant, c'est les rouges qui ont pris l'avantage. Je regarde, non, les verts ont encore l'avantage. Ça se joue à pas grand chose. Je pense que les verts ont un léger avantage. Et le Furutaka est en train de caper. Donc, effectivement, il faut que le Bog réussisse un coup pour décaper. Voilà, c'est fait. Au moins les bombes sont arrivées à décaper. Et maintenant, attention, retour des torpilleurs. Voilà, là-bas. Et voilà les torpilleurs du Bog. Le Bog, bravo Ruben qui vient de couler le Furutaka. Et puis la fin de la partie. Excellent, très bien joué. On va passer aux écrans. Et voilà, il y a encore un avion dégommé. 2222 d'XP, 129 XP libre. 2 citadelles, donc 78 000 de dégâts, ce qui est énorme. Pour que 34 coups au but, c'est un bon ratio. Il finit très nettement premier. D'ailleurs, le Wyoming qui était l'autre survivant, mais qui a fait la course dans son petit coin, on ne compte pas, mais les trois survivants sont premiers. Avec 1433 points d'XP de base, Falco fait un beau score. D'ailleurs, les deux membres de la division ont fini premier et second. Il a parcouru 61 km. Il a tanké pour 732 000, ce qui est très correct. Il a fait 78 000 de dégâts, dont à l'HE 3 000 de dégâts à la HE, 75 000 de dégâts à la P. Il n'a pas mis d'incendie. Je vous laisse regarder les dégâts qu'il a fait sur les différents navires, sachant qu'il a fait un gros coup sur le New York, 27 000, 20 000. Ah, c'est bataille en tir 5, hein. On tire aussi sur ce qu'on peut, et
les dégâts par navire sont assez ordinaires. Et il n'était pas premium, et donc son commandant a pris 2336 points d'XP de commandant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit retour historique vous aura fait plaisir. Je sais que certains d'entre vous l'apprécient particulièrement. Difficile de toujours donner des retours historiques sur tous les navires, mais je pense que je vais refaire l'historique de certains navires, voire peut-être même de tous, parce que les vidéos sont assez anciennes, et que une petite piqûre de rappel de temps en temps de l'histoire du navire, même si c'est une répétition des anciennes, ça peut pas faire de mal, c'est plutôt plaisant. Et moi, ça me fait plaisir, j'aime beaucoup produire ce genre de vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. On se quitte, à très bientôt, si vous le voulez bien.